Voilà pour les petites indications techniques. J'espère que tout est bon pour vous. On va pouvoir démarrer cette masterclass. Alors, qu'est-ce que c'est les masterclass? Pour ceux qui viennent pour la première fois, on a pour coutume de dire que c'est un peu la salle des profs XXL. C'est un moment pendant lequel on échange, on partage, s'entraide aussi sur des questions pédagogiques avec des enseignants du coup qui viennent. Vous venez absolument de partout en France. Merci de vous être inscrits aussi nombreux. Aujourd'hui, cette masterclass est faite en partenariat avec Bayard Éducation, Mobidis et Canopé. Donc, je les remercie beaucoup pour s'être associés à nous sur cette thématique. Alors, la thématique du jour, en fait, elle fait écho. La semaine dernière, se déroulaient les Nuits de la lecture. Et on avait envie d'aborder justement la thématique de l'apprentissage de la lecture et en particulier de la gestion des besoins particuliers de certains élèves. Et pour pouvoir parler du sujet, on accueille plusieurs personnes aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire, c'est la bande des in d'ailleurs. On n'a pas fait exprès, mais nous avons avec nous Sandrine, Delphine et Faustine, tout en in. Je vais commencer avec Sandrine Grégoire. Bonjour Sandrine. Est-ce que je te présente peut-être en quelques mots, si tu veux rajouter certaines choses? Donc, toi, tu travailles pour le réseau Canopé C'est ça. en tant que référente pédagogique premier degré et tu es à l'origine enseignante sur le premier degré avec deux spécialités. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement. Oui, donc du coup, j'ai un KPSH option D sur la déficience intellectuelle et option E pour l'accompagnement de la difficulté scolaire. Mhm. Et je suis passionnée de toutes les questions de lecture et j'ai même eu la chance de pouvoir développer avec un laboratoire de recherche une solution pour l'apprentissage de la lecture qui s'appelle Graphonéma. Ok, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et ton intervention dans le réseau Canopé, c'est justement sur cette thématique-là, tu viens apporter ton Alors, regard, ton expertise sur cette thématique dans la formation des enseignants. tout à fait, sur la formation au niveau de la lecture et d'autres domaines, mais c'est vrai que la lecture, c'est un champ qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis dans le chat tout à l'heure une formation qui a été faite sur cette thématique, sur la lecture Alors experte. ouais, je sais pas si elle s'affiche pour quand on arrive, on vient d'arriver, mais on la remettra On la tout à remettra. l'heure. Ouais, on la remettra tout à l'heure. Ok, bah, merci beaucoup Sandrine. Je me tourne maintenant vers Delphine Solière. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors Delphine, toi tu es rédactrice en chef de deux magazines, Mes premiers J'aime lire et J'aime lire. C'est ça, chez Bayard Jeunesse? Tout à fait. Super, bah, merci beaucoup. Donc ça, c'est en effet, ça nous tenait à cœur d'avoir une posture d'éditeur et aujourd'hui, on en a deux puisqu'on a aussi Faustine Tillard qui travaille chez Mobidis. Bonjour Faustine. Bonjour, merci de m'inviter. Mais merci à toi d'être parmi nous. Mobidis, pour le coup, c'est un éditeur numérique spécialisé sur la mise à disposition de livres numériques accessibles au public 10. C'est bien ça? C'est ça. Nous, on ne publie pas des livres directement, on va chercher les meilleurs livres qui existent, notamment ceux de Bayard, et on les rend accessibles à tous les enfants. Les enfants. Ok, super. Ben, on y reviendra tout à l'heure. Du côté des enseignants, vous étiez à peu près 350 à vous être inscrits et vous venez absolument de partout en France et même d'outre-mer. Alors, merci à vous de vous être connectés. Alors, pour démarrer sur la thématique, donc oui, au passage, avant qu'on commence, n'hésitez pas hein, vraiment dans le chat selon tous les chapitres. Alors, pour vous donner aussi un peu une vision des différentes thématiques qu'on va aborder, ce qui va vous permettre aussi de voir qu'on traite pas mal peut-être des sujets qui vous intéressent ou qui vous tiennent à cœur. Pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, on va parler de l'association Graphème-Phonème, on va parler de la fluence, on va parler de la compréhension de lecture, on va parler du plaisir de lire aussi et de comment gérer la différenciation et la personnalisation en contexte de classe. Voilà un peu pour les thèmes qu'on va aborder. Mais juste pour introduire, j'ai parlé là dans ma petite introduction d'élèves à besoins particuliers, de public 10. Peut-être commencer avec toi, Sandrine, en réexpliquant un petit peu qu'est-ce que c'est justement ces deux termes-là, qu'est-ce qu'on entend par 10, par élève à besoins particuliers. Eh bien oui, alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec des chiffres. Alors, ils ne sont pas très réjouissants, mais c'est vrai que on estime à 30% d'élèves, on estime 30% des élèves en difficulté en début de CE1.
Donc, ça représente quand même un pourcentage, donc c'est les dernières enquêtes qui ont été menées, qui est quand même considérable, dont 10% de ces 30% qui sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Qui dit besoins éducatifs particuliers, dit des élèves qui ont besoin d'être accompagnés de manière plus spécifique que les autres. Et du coup, il est nécessaire que l'enseignant puisse prendre en considération le niveau de lecture qu'ils ont et les difficultés, le retard qu'ils peuvent avoir. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que ces 30%, c'est quelque chose de définitif? Heureusement, non, ce n'est pas 30% définitif, c'est vraiment bien sur l'entrée en CE1. Néanmoins, si on regarde les chiffres au niveau de la journée sur la citoyenneté, quand les jeunes ont 18 ans, on s'aperçoit qu'il y a encore 9,5% de personnes en fragilité de lecture, dont un tiers qu'on peut considérer en situation d'illettrisme. Donc, ça peut faire peur, mais ça veut dire qu'on a vraiment un enjeu au niveau de l'école, au niveau de la scolarité, aussi bien qui nous permet de passer de ces 30% à ces 9%, donc ça c'est plutôt positif, mais également de se dire que demain, ces illettrés adultes, on pourrait les diminuer. Et je pense que c'est ce qui nous réunit aussi tous ce soir autour de cette masterclass en se disant la lecture pour tous, voilà, on peut s'y atteler. Comment on va faire? Alors, quand on parle de 10, un enfant 10, quand on parle de la lecture, c'est un enfant dyslexique. Une dyslexie, c'est quelque chose qui relève d'un diagnostic. Alors bon, forcément, qui dit diagnostic dit qu'il y a un parcours derrière. Et finalement, c'est pas dans ces 30% d'élèves qui sont en difficulté en CE1, ce n'est absolument pas 30% d'élèves dyslexiques. Que les choses soient bien claires. Quand il y a des difficultés d'apprentissage de la lecture, la première étape, en fait, c'est pour l'enseignant d'essayer de se poser la question, lui, de savoir qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignant. Donc, il y a des difficultés qui sont dites passagères, donc des difficultés parce que comme la lecture, ça reste un apprentissage, et de même que l'apprentissage de la marche, on sait très bien qu'il y a des enfants qui vont marcher à 9 mois, et ça peut très bien s'étaler jusqu'à 18 mois, donc ce qui représente 9 mois d'écart, donc c'est quand même une année scolaire, donc il n'y a pas non plus tout de suite besoin de s'alarmer, il y a des difficultés passagères. Après, il y a des difficultés qui peuvent être un peu plus persistantes, et donc du coup, à ce moment-là, l'enseignant fait souvent appel au RASED, au réseau d'aide spécialisée pour les élèves en difficulté, et notamment au maître pour la rééducation pédagogique, à dominante pédagogique, pour aider. Et là, il y a vraiment, le RASED a vraiment en fait un rôle un peu j'ai envie de dire, de commission, d'analyse des difficultés un peu plus fine, on va dire, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire, donc avec un psychologue scolaire notamment, pour observer l'enfant et ses difficultés. Et là, pareil, il y a ça. Donc là, on peut séparer les élèves entre ceux qui vont être pris par le RASED. Donc, on peut dire que c'est de la difficulté persistante avec un suivi spécifique qui sera proposé. Et parmi ces élèves-là, il y en a encore une partie qui aura des difficultés persistantes plus longues, malgré l'accompagnement que peuvent proposer les enseignants spécialisés. Et là, généralement, on part dans un parcours de soins, puisque la dyslexie, c'est quand même un diagnostic médical, il ne faut pas l'oublier. Et dans le parcours de soins, là, une des premières étapes, c'est le bilan du psychologue scolaire, qui peut aussi être fait à l'extérieur, et qui permet déjà de vérifier l'efficience intellectuelle des élèves. Mais il ne suffit pas non plus à poser un diagnostic de dyslexie, puisqu'il faut également aller voir l'orthophoniste. Et c'est vraiment le médecin traitant qui, avec l'ensemble des bilans, est en mesure de dire qu'un élève est dyslexique ou pas. Donc, tout ça pour dire que du coup, la dyslexie, c'est quelque chose de complexe. Pendant tout ce parcours de diagnostic, il y a des élèves qui heureusement ne seront pas dyslexiques, mais il y en a qui vont l'être. Et pendant tout ce parcours d'accompagnement, ces élèves sont en classe et sont à la charge des enseignants qui peuvent mettre en place des choses pour les accompagner. Et il y a un certain... Non, vas-y, excuse-moi. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place en pensant qu'un élève est dyslexique, sans pour l'autant qu'il le soit, mais qui va être bénéfique pour l'ensemble des élèves, et notamment ceux qui sont en difficulté scolaire aussi. Ok. Justement, tu parlais du fait de consulter un orthophoniste. Enfin, c'est un peu, en ce moment, je sais pas, c'est de notoriété que les agendas des orthophonistes sont assez pleins. Est-ce qu'il y a un moment, à quel moment on s'inquiète? Est-ce qu'on oriente tout de suite vers un orthophoniste ou est-ce qu'il y a des choses à faire avant?
Alors, c'est très compliqué pour les enseignants, surtout quand on est sur des territoires où justement il y a une pénurie d'orthophonistes, où on se dit, on est quand même, on le sait très bien, hein, les parents sont un premier élément d'alerte pour aller vers les orthophonistes, mais les enseignants aussi, avec cette idée, quand il y a 2 ans de liste d'attente, qu'on sait que pour diagnostiquer une dyslexie, il faut faire un bilan. Derrière, il y a une remédiation d'un orthophoniste et qu'il faut 2 ans de retard de lecture. Au bout d'un moment, on se dit, mais on va pouvoir s'occuper de cet enfant qu'en 6e et on n'aura pas fait notre travail, nous, enseignants élémentaires. Donc, il y a vraiment Voilà, c'est assez compliqué. Il y a effectivement des choses que les enseignants peuvent faire. Donc, il existe notamment un outil de diagnostic, enfin un outil qui permet de voir si l'enfant poursuit bien ses apprentissages au niveau du CP. Donc, c'est l'outil, ça a été créé par Cogniscience et c'est complètement adapté pour un usage pour les enseignants de classe ordinaire, mais aussi pour les enseignants de A à Z. Et ça permet du coup à l'enseignant à 4 moments clés de l'année de CP, qui est quand même en fait l'année un petit peu, on va dire, très importante pour l'apprentissage de la lecture, de voir si ses élèves sont en difficulté. C'est une manière objective de regarder aussi ses élèves. Donc, c'est au mois de septembre, ils peuvent évaluer leurs élèves, puis après au mois de décembre, puis en mars, puis en juin. Ce qui est intéressant dans cet outil de dépistage en fait de la difficulté scolaire, c'est qu'il y a vraiment cette idée de les positionner par rapport à une norme attendue. Et la norme, elle est attendue à 2 niveaux, et c'est-à-dire on prend en compte la maturité de l'enfant. Et ça, sur les tests, c'est quelque chose qui est souvent pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on se dit, l'enfant, il est en classe de CP, peu importe qu'il soit du début de l'année ou de la fin de l'année, on a les mêmes attentes en termes de résultats. Et là, dans ce test, il y a vraiment des attentes qui sont différenciées et qui permet de prendre en compte à minima la maturité que j'exprimais tout à l'heure à travers la marche. Donc, ça se passe assez rapidement. Il faut à peu près 7-8 minutes par élève. Donc, bien sûr, quand on en a 31, c'est complexe parce que c'est une passation individuelle. Mais en tout cas, quand on a des inquiétudes par rapport à ces élèves et qu'on a envie de savoir un petit peu la nature des difficultés, comment moi, en tant qu'enseignant, je les situe, je les différencie entre est-ce que c'est passager, est-ce que c'est un peu plus important, c'est un outil objectif qui est à la disposition des enseignants et qui est gratuit. Ça, c'est important aussi. Ok. On a mis le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Donc toi, tu fais vraiment, tu essayes de faire la différence du coup entre, cet outil, c'est un outil utile pour justement faire la différence entre retard et, on va dire, vraie pathologie. Est-ce que aussi, il y a hors antenne, tu me parlais de choses assez simples. Déjà, la première réaction à avoir, c'était sur des tests d'ouïe, de vue, de choses comme ça, vérifier que ça vient pas de là. Tout à fait, parce qu'en fait, il faut questionner quand un enfant commence à avoir des difficultés ou nous donne l'impression d'être en difficulté de lecture. Il faut questionner en fait les mécanismes d'apprentissage de la lecture. Et dans les mécanismes d'apprentissage de la lecture, la lecture, c'est à la fois décoder, c'est-à-dire se questionner finalement sur le code alphabétique, que la lettre O plus U va faire le son OU. Donc ça, c'est quelque chose que l'enfant doit apprendre. Et après, c'est tout ce qui est de l'ordre de la compréhension. Quand on questionne les questions de décodage, on demande en fait à l'enfant de repérer la lettre, de l'identifier, de trouver le son qui est associé à cette lettre et de les fusionner les unes entre elles. Donc du coup, puis après, la syllabe, à l'échelle de la syllabe, à l'échelle du mot, puis à l'échelle de la phrase. Donc il y a tous ces micro-processus cognitifs qui sont engagés et finalement, ça engage 2 choses. La vue, il faut déjà vérifier que l'enfant voit bien parce que s'il n'identifie pas correctement la lettre, forcément, ça peut le mettre en difficulté. Il y a toutes ces lettres qui se ressemblent, notamment, on n'y pense pas suffisamment, mais le T et le F sont des lettres qui peuvent visuellement se ressembler. Le O, le A, suivant mais je pense que Faustine pourra le dire, mais suivant les polices aussi qu'on choisit pour les élèves, on peut les mettre plus ou moins en difficulté. Et puis, il y a donc tout ce qui est de l'ordre de la vue. Et puis aussi, pour comprendre les mécanismes de la lecture, il y a cette idée de ce que c'est qu'un phonème. Et en fait, le phonème, c'est la plus petite unité de la langue orale. Donc, si je prends, par exemple, dans masterclass, dans master, il y a le le a, le st.
voilà, je ne vais pas tout faire, mais et donc du coup, il faut arriver à percevoir cette unité. C'est ce qui va nous permettre en fait à la fois de les lire, mais aussi d'écrire, puisque quand on va vouloir écrire justement master, il va falloir aller rechercher. Donc tout ce qui est d'ordre phonologique, donc auditif, est important à vérifier. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que quand il y a les visites de la PMI ou de l'infirmière scolaire, c'est que le plus souvent, on teste la vision de manière rapide pour avoir une idée, mais c'est la vision de loin qui est testée par les infirmières scolaires et pas la vision de près. Or, dans l'acte de lire, c'est bien la vision de près qui est importante à vérifier. Donc, effectivement, en tant qu'enseignant, et d'ailleurs, même les orthophonistes, en fait, maintenant, également pour alléger les listes d'attente, ça fait partie des choses qu'elles demandent en premier aux parents avant de venir me voir ou au moment où on a rendez-vous. Il faut absolument que vous ayez vérifié finalement le côté, on va dire, instrumental de l'enfant. Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'engager dans l'acte de la lecture? Ok. Justement, tu parlais de l'association son et lettres. On va peut-être commencer à rentrer dans le sujet avec l'association Graphème Phonème. Je vais prendre une question. Merci d'ailleurs pour toutes les questions que les enseignants nous ont envoyées lors de leur inscription. On a Christelle du département de la Loire qui nous demande comment faciliter la mémorisation puis l'automatisation de la correspondance grapho-phonétique. Est-ce que, donc toi, en plus, tu connais bien le sujet puisque tu as créé l'outil qu'on évoquait tout à l'heure qui est Graphonemo. Je vais peut-être partager mon écran pendant que tu parles pour montrer. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu en quoi Alors, ça consiste et comment tu l'as pensé. en fait, le lien graphème-phonème, c'est vraiment pour entraîner le code alphabétique. Le code alphabétique, c'est un petit peu comme on va dire, le code de la conduite le code de la route, pardon, à la conduite. C'est quelque chose qui est assez rébarbatif, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il va falloir, on n'a pas le choix, il va falloir que les enfants automatisent les 39, en fait, correspondances phonème-graphème de la langue française. Et pour ça, il va falloir qu'ils s'entraînent. Et il y a seulement au moment où ils auront en fait automatisé ces correspondances qu'ils pourront être à l'aise dans l'acte de lire et de décoder. Donc, en fait, Graphonemo est parti du constat que les élèves qui avaient du mal à construire le principe alphabétique et les correspondances graphème-phonème étaient des enfants qui avaient une faible conscience phonologique. C'est pour ça que donc ils n'entendent pas très bien les sons. Or, dans les activités qu'on peut proposer en classe et qui sont le plus couramment proposées dans les méthodes de lecture, il y a beaucoup d'entraînements qui se font par phase orale. On va avoir des exercices du type le pigeon vol. Donc, je vais vous donner une liste de mots, les élèves. Voilà, par exemple, on va travailler sur le son F, on va dire, qui est fait par la lettre F. Et puis, on va leur demander farine. Est-ce que vous entendez farine? Oui, non, etc. Et donc, il y a des élèves qui vont lever le doigt, qui l'entendent, mais il y en a qui vont lever le doigt parce que le camarade lève le doigt, mais qui n'entendent rien. Ils n'ont pas en fait d'autres repères que le repère auditif. Le principe de Graphonemo, c'est des principes qui sont empruntés aux recherches récentes sur la psychologie cognitive et qui engagent la graphophonologie, c'est-à-dire permettre à l'enfant non pas de n'avoir une entrée que par le phonème, que par le son, mais également par la lettre, donc par le graphème. Donc, systématiquement, l'élève dans Graphonemo, on va lui proposer une forme écrite du mot. Donc, on va lui faire un peu le principe du pigeon vol ou de toutes ces opérations phonologiques qu'on peut travailler dans la classe, mais avec le support du mot écrit. Et donc, on propose quatre activités. La première, c'est une activité de discrimination. Donc, on va proposer à l'élève une paire minimale. Donc, par exemple, café, calé. Il y a juste un son qui change entre les deux avec le mot écrit. Et on va lui demander de nous montrer le mot dans lequel il y a la lettre F qu'on étudie et qui fait le son F. C'est aussi intéressant en fait de rentrer avec le graphème parce que ça va vraiment permettre à l'enfant de faire ce lien-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Graphonemo, l'élève n'est pas en réception. N'est pas en production, c'est le contraire, mais il va être en réception. Dans les livres de lecture ou les méthodes de lecture, très rapidement, on demande à l'enfant en fait, de faire des gammes. On va lui dire, on va l'inviter à lire fa, fe, fi, fo, fu, etc. Et dans Graphonemo, la deuxième activité, c'est une activité de suppression syllabique. Donc, par exemple, on va lui demander dans le mot café, cache ce qui fait K. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste fait. Et en fait, finalement, l'élève est en réception. Il ne va pas produire,
Il va observer, il va recevoir en fait la proposition. Donc ça inverse un petit peu les processus qui peuvent être utilisés en classe et du coup c'est complètement complémentaire à ce qui peut être proposé par ailleurs. Après, on a une activité, l'activité 3. Donc là, on voit, c'est l'activité 1 que je présentais tout à l'heure. Après, on a l'activité 2. Donc c'est une méthode uniquement d'apprentissage du code alphabétique qui a une version numérique, mais qui a une version également papier-crayon. La version numérique, c'est vraiment auto-adaptatif et c'est adapté en un pour un. La version papier-crayon est intéressante pour tout le conflit socio-cognitif que ça peut créer entre les élèves. On va voir des enfants qui vont s'exprimer sur la langue, qui au bout d'un moment vont se rendre compte qu'il y a des lettres muettes. Enfin, il y a vraiment des choses. L'objectif de cette approche, c'est en fait de mettre l'élève vraiment en situation d'observation de la langue écrite, comme Champollion devant sa pierre de Rosette. Au final, l'enfant, il va découvrir. La troisième activité, c'est une activité de découpage syllabique. Donc là, souvent, dans l'enseignement de la lecture, il y a cette grosse question du passage de la syllabe orale à la syllabe écrite, c'est-à-dire qu'on entraîne l'enfant pendant les années de maternelle souvent à la syllabe orale. Dans farine, combien il y a de syllabes? Farine, il y en a 2. Mais finalement, quand on l'écrit farine. Donc, il y a ce passage qui est pas évident en fait d'accompagner l'élève de la syllabe orale à la syllabe écrite. Il ne faut pas oublier qu'un bon lecteur est aussi un élève qui a un bon niveau de langage oral. Le langage oral et la lecture sont quand même 2 choses liées. Et donc, c'est des choses, c'est une activité qui permet de passer de la syllabe orale à la syllabe écrite et qui permet à l'enfant de s'apercevoir de manière explicite ce qu'il est amené à faire dans l'acte de lire sur la partie décodage essentiellement. Ok, super. On va mettre le lien aussi dans le chat pour ceux que ça intéresse. Si jamais il y en a qui ont d'autres aussi outils ou solutions mis en place pour travailler ce sujet, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On pourra vous donner la parole tout à l'heure. Il y a un autre sujet qui revient souvent dans les questions des enseignants, c'est sur la fluence. Alors, pour le coup, quand on parle justement de tout l'accompagnement des élèves sur les besoins particuliers, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis récemment, mais c'est loin d'être un sujet récent. Et je pense que Delphine pourra en témoigner, puisque pour le coup, ça fait partie de la ligne directrice de J'aime lire. Et J'aime lire a été créé il y a 45 ans, c'est ça? Exactement, à 45 ans, avec vraiment comme enjeu tout premier l'accessibilité de contenu à des enfants en train d'apprendre à lire. Et d'ailleurs, J'aime lire, c'est un titre drapeau qui montre toute l'ambition de ce magazine depuis le début. On a été imaginé, conçu par des pédagogues, dont une orthophoniste qui était très proche des travaux de François Richaudot et d'une linguiste qui s'appelle Laurence Lantin. Et d'ailleurs, cette équipe d'orthophonistes continue encore à nous accompagner à chaque numéro, à nous aider à relire les histoires. Et l'idée, c'était pas de faire un produit parascolaire, c'était vraiment de créer un magazine dans lequel aucun enfant ne serait perdu au moment où il est en train d'apprendre à lire. Alors, ils ont imaginé plein d'outils. Dans ce J'aime lire, je vous ai ressorti, si vous le voyez, le numéro 1. Alors, c'est le numéro 1 tel qu'il est sorti parce qu'en fait, ça devait être le numéro 2. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié le titre du premier, mais en fait, il y avait une histoire de renard. Et au moment où ce magazine devait sortir pour la première fois, il y a un enfant qui avait été mordu par un renard et qui était mort de la rage. Donc, du coup, en mode panique, ils ont mis le numéro 2 en numéro 1. Donc, voilà. Donc, il y a eu énormément de stress au moment de la sortie de ce J'aime lire. Tu le montrais à l'écran, il ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui. Au final, ça a été... Ah oui, d'accord, ouais, tu mets les deux côte à côte, ah oui. Voilà, je mets les deux côte à côte. C'est Donc, il y a une quasi le ligne même format. directrice. Ouais. Donc, Alors, d'emblée, en fait, les points que vous aviez identifiés il y a 45 ans ont été tellement forts que conservés encore aujourd'hui et ils fonctionnent toujours. en fait, pourquoi changer des choses qui marchent et qui fonctionnent? Alors, bien sûr, on a modernisé, mais J'aime lire étant un magazine qui a un succès tel, qui nous a entièrement dépassé, qui moi me dépasse encore. On a 3 millions de lecteurs par mois. C'est colossal. Pas 3 millions d'acheteurs, mais 3 millions de lecteurs. Ça veut dire que c'est un magazine qui circule énormément et qui est donc
énormément lu. Et on sait qu'ils gardent une force mémorielle extrêmement forte. Ceux parmi d'entre vous qui ont lu J'aime lire, si vous êtes suffisamment jeune pour l'avoir lu dans votre enfance, vous avez certainement en vous des mots et des images de l'histoire qui vous a vraiment marqué à cette époque, à ce moment-là très précis de l'entrée dans la lecture. Et J'aime lire avait vraiment été pensé à la suite du magazine Pomme d'Api, qui s'adresse aux enfants non lecteurs, pour accompagner les enfants en CP. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu disais que ça faisait partie du coup de l'objectif de base, de dire comment on simplifie la lecture pour des élèves justement qui commencent à apprendre la lecture. Qu'est-ce qui a été mis du coup en place concrètement pour pouvoir aider ces enfants-là dans un J'aime Alors, lire? il y a eu tout un tas d'outils que nous conservons encore aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi changer, de manière à sécuriser l'enfant. Par exemple, on trouve depuis le début un signet dans J'aime lire, qui est ici à découper avec des pointillés, pour pouvoir arrêter sa lecture. Alors, on se dit que c'est important quand on rentre dans une fiction de pouvoir aussi faire des pauses. Mais pour faire des pauses, il faut pouvoir ne pas être à bout de souffle. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est très important dans une histoire qui est chapitrée et que, par exemple, on se débrouille pour que chaque page puisse se terminer par un point. Ainsi, l'enfant peut aussi s'arrêter en cours de chapitre, mettre son signet, aller prendre sa douche, aller prendre son petit déjeuner ou son goûter, et ensuite revenir et reprendre sa lecture. On se débrouille donc toujours dans le texte pour qu'en début de paragraphe, en début de page, on redise toujours le nom de la personne qui vit l'action. Et bien sûr, par exemple, un des outils qu'on utilise, c'est dans la majorité des cas, toujours donner le locuteur avant le dialogue, pour que l'enfant ne soit jamais perdu. Donc, on a ce travail-là qui est vraiment, vraiment de la dentelle. Aujourd'hui, c'est communément admis par les gens qui nous proposent des textes. Mais dans les années 70-80, il y a des auteurs qui trouvaient qu'on était un peu casse-pied, voire castrateur, qu'on bridait une imagination. En fait, nous, c'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment d'être le plus accessible possible au service de tous les enfants. Et puis, comme on est un magazine, il y a bien sûr la fiction, mais il y a aussi tout un tas de choses que nous proposons avec des actualités culturelles, avec des bandes dessinées. Hein. Vous avez tous certainement en mémoire les célébrissimes Tom Tom et Nana. Aujourd'hui, nous avons Anatole, La Tuile ou Ariol qui sont extrêmement populaires. Là, on cherche à travailler sur le rapport entre le texte et l'image. Et la bande dessinée est un formidable outil pour aider l'enfant à faire circuler son œil entre la description dans l'image et dans la bulle de texte. Et Ok. Non, non, excuse-moi, il y avait encore. Vas-y, continue. voilà. Et donc, tout ce travail-là que nous faisons aussi à chaque numéro, c'est de vérifier le rapport texte-image. Pour nous, c'est fondamental qu'un enfant puisse rentrer dans une histoire, soit parce qu'on la lui raconte, soit parce qu'il l'écoute en audio, et qu'il puisse trouver les éléments de compréhension supplémentaires dans l'image. Donc, on a 2 séances avant chaque mise en forme de numéro, qui est une lecture à des enfants en classe, et on leur donne les brouillons, que nous appelons entre nous les crayonnés, et on leur demande de se poser vraiment, que leurs yeux se posent sur les images pour voir est-ce que ce qu'ils entendent, est-ce qu'ils comprennent avec l'image, est-ce qu'ils vont trouver un soutien dans l'image. Et puis nous faisons aussi ce travail entre nous, entre adultes, où pareil, nous on a le texte dans les images, il y a quelqu'un qui lit, et on essaie de voir si on a les aides supplémentaires dans l'image. Je peux vous dire qu'à chaque fois, on trouve quelque chose qui ne va pas. On va parler, non mais à chaque fois, on va trouver un sac à dos qui n'a pas la bonne forme, un animal qui n'est pas représenté de la bonne façon, voilà. Donc, et ça, c'est aussi convenu avec les illustrateurs qu'on va leur demander ce travail de correction. On travaille aussi, bien sûr, je reviens sur le langage, sur la structuration du langage. C'est toujours pareil, sans vouloir tordre le bras aux auteurs, on leur demande quand même qu'en consigne de départ, s'il vous plaît, des phrases avec un sujet, un verbe, un complément. S'il vous plaît, pas de phrase nominale, parce que le verbe, c'est un moteur pour comprendre une action. On essaye aussi de leur demander de reprendre des verbes d'état pour pas être dans la description, mais dans l'action. En revanche, là où on s'interdit moins de choses, c'est sur le vocabulaire. Parce que on sait que tous les enfants n'ont pas le même corpus. C'est aussi pour ça qu'on fait ces tests avec des groupes d'enfants importants. C'est pas pour remplacer des mots complexes par des mots simples, mais comprendre le mot sur lequel ils vont achoper et pour lequel il nous faudra soit donner la définition dans le contexte, soit éventuellement rajouter une note. Et par exemple, là, une des dernières histoires, on s'est rendu compte, on a lu à 3 classes différentes, dans 3 lieux différents, à Bordeaux, un dans les Pays de la Loire et un autre en région parisienne. Les enfants ne connaissaient pas Sherlock Holmes.
On était dans les classes de CE1 et c'était pas une histoire de détective. Par contre, on faisait référence à Sherlock Holmes et là, impossible de savoir qui c'était. Donc là, on a été effectivement bien embêtés. En plus, la graphie SH, autant vous dire que là, personne n'arrivait à le prononcer. Donc, on a réfléchi, on a rappelé voilà, des enseignants qui en travaillent. Écoutez, il vaut mieux donner la définition, dire que c'est un détective de fiction, et puis ensuite, on a rajouté une note. Voilà, on a fait le choix de garder Sherlock Holmes quand même. Ok. Non, mais c'est intéressant cette histoire, en effet, pour voir que c'est testé et qu'il y a des choses qui, nous, adultes, nous paraissent évidentes et en fait, c'est plus dans un contexte d'enfant et c'est nécessaire de l'appliquer. En fait, Ok, on essaye toujours de tester à deux. On essaie d'aller à deux dans une classe, par exemple, parce que ça nous permet, il y a quelqu'un qui va lire et l'autre, il va observer. Donc, on observe la qualité d'attention des enfants, la qualité aussi de mouvement, c'est-à-dire que on voit tout de suite s'ils décrochent. Donc, ça nous permet aussi de dire, bah là, il y a tel moment, c'est pas clair. Ou alors là, l'histoire manque de tension. ok. Bon, bah, c'est bien, ça aborde c'est éclairant, on va dire, sur deux sujets. Je pense à la fois l'affluence et la compréhension de lecture. Du coup, je me tourne vers Sandrine. Il y avait pas mal de questions des enseignants au sujet de l'affluence. Je pense notamment à Nathalie de Saint-Dizier qui a des CE1 qui nous demande quels outils utiliser pour améliorer la fluence de lecture. Déjà, peut-être réexpliquer qu'est-ce qu'on entend par fluence et en effet, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de travailler plus précisément ce besoin-là? En fait, l'affluence de lecture, c'est ce qu'on appelle donc le décodage, c'est le savoir lire et l'affluence de lecture, c'est le bien lire. On attend en fait d'un élève qui lise au rythme de la parole parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la lecture? C'est une traduction orale du langage écrit, ni plus ni moins. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on voit en fait fleurir dans les classes des séries de tests ou des listes de mots pour entraîner l'affluence de lecture. Et un des moyens on va dire, de l'évaluer, parce qu'il y a toujours ce souci de l'enseignant d'être objectif et de repérer des difficultés ou pas de ses élèves, c'est le nombre de mots lus correctement par minute. Ce qui est très complexe au niveau de l'affluence, c'est que il y a plusieurs niveaux de fluence. Il y a l'affluence de mots, il y a l'affluence de phrases et l'affluence en contexte, et qu'on a tendance à utiliser uniquement un outil dans les classes qui est celui des textes répétés, parce que c'est un outil qui se trouve facilement. Il y en a plusieurs dans différentes collections, même sur Internet, facilement accessible. Et ce qui est important de retenir, c'est que l'affluence, c'est quelque chose qui s'entraîne de manière régulière. Et c'est pas parce que pendant une période, je vais faire répéter des lectures et des lectures à mes élèves et qui vont avoir 60 mots minutes au début de la période, puis 80 à la fin de la période, que je peux me dire, ça y est, j'ai résolu leur problème de fluence. C'est vraiment quelque chose qui se développe au long cours et il n'y a pas uniquement cet outil. Ça peut se développer à travers le chant, ça peut se développer à travers la lecture offerte d'histoire, ça peut se développer à travers le théâtre. Enfin, il y a vraiment plusieurs modalités pour le développer. Et du coup, à Réseau Canopé, on a un dossier thématique avec 4 webinaires qui sont réalisés par 4 chercheuses spécialistes de l'affluence et qui parlent un peu de tous ces sujets et qui démêlent un petit peu là où on en est actuellement dans ce domaine de la recherche et les outils qui sont plus adaptés que d'autres. Et il faut toujours bien avoir, c'est la difficulté aussi qu'on a entre la recherche et le monde de la recherche et le monde de l'éducation, c'est que la recherche va faire une preuve de concept, mais ils font des preuves des concepts sur des entraînements très courts, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les réitérer. Donc, il faut vraiment aussi prendre les résultats de la recherche dans leur contexte particulier. Et là où ça a été marqué comme étant efficace, c'est auprès d'élèves en difficulté. Mais on peut avoir du coup l'effet inverse, c'est que des élèves qui ont un bon niveau, on peut se dire, après tout, ils ont 80 mots minutes, pourquoi ils n'en auraient pas 100? Et on peut avoir l'effet inverse et du coup, des élèves qui ne cherchent plus à mettre le ton et à être vraiment dans la compréhension, la mise en voix d'un texte écrit, mais qui vont passer en mode robot et ne plus marquer les pauses, la prosodie. Et on perd du coup totalement l'objectif que l'enseignant peut avoir au départ, en fait. Donc, il faut vraiment, encore une fois, se positionner et avoir une analyse la plus fine possible des besoins et les moyens d'accompagner ses élèves. Ok. Tu parlais d'évaluation, j'en profite du coup pour prendre une autre question qui nous vient de Fabien des Alpes-Maritimes, qui a aussi une classe de CE1 et qui parle d'un élève qu'il a dans sa classe qui est multidys et TDA, peut-être à préciser aussi ce que c'est, qui se décourage très vite à lire et est très timide pour lire en classe à haute voix.
C'est intéressant ce témoignage. Qu'est-ce qui se passe en fait, justement, si on prend un élève en difficulté de lecture, l'acte de lecture ensuite à haute voix, Mais j'imagine qu'il peut y avoir aussi un stress, une gêne on à peut passer à même l'oral. On peut même avoir des élèves en situation de mutisme total, en fait, et qui, de peur de mal faire ou parce que conscients de ne pas être dans le résultat attendu, et ce, indépendamment de leurs difficultés propres. C'est-à-dire qu'on peut avoir un élève qui a un bon niveau de lecture, mais qui, lui, ne s'estime pas comme étant un lecteur expert et qui est capable de mesurer qu'il a une lecture d'apprenti lecteur, donc encore haché, et qui va choisir de ne pas s'exprimer et de ne pas du coup lire à voix haute, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'a pas le résultat attendu qu'il voudrait avoir. Il y a d'autres élèves, c'est qui sont en difficulté, donc il y a un sentiment de honte ou de gêne par rapport à ça. C'est vrai que la lecture à haute voix, ça reste pratiquement quelque chose, sur lequel on appuie quand un enfant est en difficulté, parce que face à l'ensemble du groupe classe, on le met face à ses difficultés. Donc, c'est vrai qu'après, c'est un choix pédagogique. Pour autant, c'est un moyen pour l'enseignant d'évaluer le niveau de lecture de ses élèves. Mais pour autant, c'est pas nécessaire de le faire, j'ai envie de dire, devant la classe entière. Ça peut se faire au fond de la classe, dans une situation d'atelier, ça peut se faire en un pour un. Et quand les élèves sont en difficulté, c'est déjà suffisant de l'évaluer de cette manière-là et pas de le mettre en difficulté face au groupe classe. Enfin, c'est vraiment... Ok, très intéressant. Du coup, je reboucle aussi sur ce que disait Delphine par rapport à tout ce qui était compréhension de lecture. Delphine, tu abordais certaines exigences que vous avez, notamment par rapport, tu disais, aux pronoms, c'est ça, pas de phrase nominale, enfin, toujours bien citer le Voilà. personnage. En fait, on accompagne vraiment avec délicatesse, mais avec quand même pas mal d'exigences nos auteurs, pour leur rappeler que si on a 2 pages avec un pronom personnel, l'enfant qui est en train d'apprendre à lire ou qui a des difficultés de lecture ne sait plus de qui on parle. Et Donc c'est ça, la, Moby 10, Faustine va nous raconter comment il contourne ces difficultés-là, mais pour un enfant pour qui lire c'est difficile, si on ne sait plus de qui on parle, on laisse tomber en fait. Hmm. Donc C'est- ça fait partie des exigences que nous avons, et nous sommes aidés en fait chaque mois par une orthophoniste qui Mhm. nous accompagne depuis de très nombreuses années et qui elle-même relit nos textes une fois qu'ils sont pour nous éditorialement corrects, et qui vient nous aider à trouver ces petites Faille. choses trappes dans lesquelles on pourrait tomber ou des pièges que nous n'avons pas vu venir. Ok. Et les pronoms, Sandrine, la seule, enfin, c'est la principale difficulté. Il y en a d'autres sur la compréhension de lecture, sur lequel nous, on se rend pas forcément compte, mais au début, en apprentissage de lecture, c'est compliqué. On va dire, c'est une difficulté de lecture. Ce qu'il faut bien mesurer quand on est sur des apprentis lecteurs, c'est que le fait de décoder, donc encore une fois, cette idée de couper en syllabes et de couper en phonèmes et d'associer les phonèmes, c'est un coût cognitif. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention aux enfants. Et c'est vrai que s'ils sont obligés de se rappeler en même temps que ce pronom-là, il renvoie à ce personnage sans qu'on les aide régulièrement, ça les met en surcharge en fait. C'est un petit peu comme une espèce, c'est la cocotte minute, elle explose et ils savent plus où ils en sont. Mais non, ce n'est pas le seul, c'est un moyen de les accompagner et de soulager leur charge cognitive. Mais dans la compréhension, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie au lexique, mais Delphine l'a très bien dit tout à l'heure. Donc, si déjà un enfant qui va commencer à lire un mot, si c'est un mot qu'il connaît, il y a d'autres mécanismes que celui simplement du décodage qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont lui permettre de lire ra, il va penser, il va voir le D, et puis il va dire c'est radis parce que je connais le mot radis. Mais s'il ne connaît pas le mot radis, il va être plus en difficulté pour lire. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et il y a aussi un raisonnement logique. C'est-à-dire que pareil, quand il y a vraiment deux voies dans la lecture. Il y a la voie qu'on dit indirecte, qui est celle de vraiment où on décompose, et la voie directe où on va plus vite. Donc, les difficultés de compréhension sont souvent liées à une compréhension globale plus difficile, et notamment dans le langage oral. Mais Ok. ça s'amplifie, évidemment, lorsque c'est à l'écrit, et on peut l'accompagner soit par une prise en charge de la lecture, quand on veut vraiment travailler la compréhension. Il ne faut pas mélanger les objectifs, en fait, quand on enseigne. Quand on est sur de l'apprenti lecteur, on a tendance à vouloir tout faire en même temps.
lui faire lire une histoire de manière autonome et lui apprendre les correspondances graphème-phonème. Mais c'est trop complexe en fait pour l'enfant. Des fois, il vaut mieux travailler les correspondances graphème-phonème et quand c'est bien, il a un certain capital d'automatiser, lui proposer d'entrer sur des supports comme J'aime lire qui sont adaptés à son niveau. Des fois, quand on Ok. veut faire les deux choses en même temps, on rend la mission quasiment impossible à nos élèves, en fait. Ok. Je garde la question de Valérie dans ce cas au chaud. Valérie du Var, qui a des CE1, CE2 et qui nous disait comment aider les élèves qui lisent bien mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ce sera peut-être quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure avec toi, Faustine, avec Moby10 pour savoir justement quels sont les outils qui peuvent aider les classes. Je prends une autre question au passage donc de Agnès, qui est du côté de la Meurthe-et-Moselle, 9 maisons, qui a des CE2. Et qui pose la question, parce que là, on parle de tout ce qui est aide, apprentissage, etc. Comment faire aimer la lecture à certains enfants? Tout le sujet du plaisir de lire. Tu le disais tout à l'heure, Delphine, tout est dans le titre chez vous. On a lire, mais on a j'aime. C'est ça. Non, mais c'est vrai que tu aimes insister sur le fait que c'est pas, tu disais tout à l'heure, c'est pas juste un projet de rééducation, c'est ça, mais c'est aussi de transmettre le plaisir de lire. Et ma question, c'est concrètement, comment vous faites pour cultiver ce plaisir de lire-là à travers les histoires J'aime lire? Comment on crée une histoire plaisir pour les élèves? En fait, on a une obsession, c'est d'arriver à trouver 12 bonnes histoires par an. Et on a une accroche extrêmement forte sur le pitch, ce qu'on appelle le pitch dans le monde du scénario, sur vraiment l'histoire. Est-ce que cette histoire-là, elle va faire vibrer l'enfant? Est-ce qu'elle va le faire rire? Est-ce qu'elle va l'émouvoir? Et surtout, comment il va pouvoir se projeter dans cette histoire? Nous, on ne cherche pas à faire des chroniques ou raconter le personnage, l'histoire, pardon, de différents points de vue. On cherche à mettre un ou deux héros au centre et que, dans la mesure du possible, ces héros soient des enfants. Donc, c'est une petite gymnastique particulière. Ça demande des contraintes. Ça veut dire que ce sont des histoires qui sont donc vécues du point de vue d'un enfant. Alors, ça peut évidemment être des histoires complètement imaginaires, mais on va toujours essayer de placer le héros dans une situation où il va être confronté à une difficulté et il va falloir qu'il trouve un moyen pour s'en sortir. Par exemple, une des histoires que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Les sorcières en colo, c'est l'histoire de deux petites sorcières. Il y en a une qui est une sorcière cata et l'autre, sa cousine Germaine, elle est super balèze. Et il n'y a plus de place dans la colo des sorcières, elles doivent aller à une colo des humains. Donc vous imaginez bien que la sorcière nulle, elle est absolument ravie, et l'autre, elle est furax parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la magie. Il va se passer un événement, et à ce moment-là, deux choix. Est-ce qu'on se débrouille toute seule ou est-ce qu'on utilise la magie? Donc, à partir d'un pitch comme ça, on s'est dit, ça y est, là, il y a une bonne histoire. Il y a quelque chose qui est original, qui est différent, qui peut créer toute une gamme de sensations et d'émotions. Et c'est quand on vibre et qu'on peut se représenter la scène plusieurs fois et pas uniquement dans les images qu'on nous a montrées, que là, on sait qu'on a une bonne histoire. Donc, c'est ça qu'on cherche, en fait. On reçoit 500 histoires par an. Pour vous donner un ordre d'idée, on en publie 12. Donc, autant vous dire qu'on a un tamis assez Très fin. fin. Ok. Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir partagé cette petite histoire-là. Il y a Blandine de Reims qui partage un témoignage sur le fait qu'elle observe que lors des moments silence, on lit, de plus en plus de ses élèves se détournent de ces moments qui étaient jusqu'alors partagés avec plaisir. Elle demande si, selon vous, il faut revenir à la lecture cadeau. Est-ce que c'est une bonne alternative? Est-ce que échanger sur les lectures qui ont plu aux uns et aux autres en argumentant, c'est aussi une piste? En tout cas, quelles sont les pistes aussi pour, en classe, cultiver ce plaisir de lire? Sandrine, est-ce que tu as une opinion sur cette lecture offerte? Mais moi, je suis une partisane des lectures offertes parce que je trouve ça difficile. Pour les enfants, c'est double sanction. On leur lit des histoires pendant des années en les mettant dans un univers sympathique où les histoires sont bien lues, dynamisées parce que elles sont prises en charge par des lecteurs experts.
Et puis, du jour au lendemain, sous prétexte qu'ils savent lire ou qu'ils commencent à décoder, on les met en situation de lecture. Et encore une fois, ils sont parfois en souffrance parce que ils perdent un peu ce plaisir de lire, parce que c'est difficile, parce qu'il faut le temps d'automatiser, le temps de réussir à le mettre en voix, d'aller vers ce qu'on appelle vraiment la prosodie de lecture. Et donc, j'ai envie de dire que sur toute cette période, mais pourquoi arrêter de leur lire des histoires, en fait? La lecture, c'est pas seulement être en position de lecteur, c'est aussi tout ce que ça peut nous donner. Ça nous enrichit, ça nous divertit, c'est des sensations de bien-être et ça, il faut pas les priver de ça. Et même au-delà, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en 6e que du jour au lendemain, on ne peut pas avoir un texte lu par son professeur ou des lectures à double voix. Ça peut être un élève qui lit une page, une autre page ou un chapitre. Enfin, vraiment, ce côté où on partage. Et c'est encore plus riche de partager. On n'est pas obligé de partager que son avis sur les livres. On peut partager aussi le fait de lire le livre et l'action en elle-même de lire. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire ça. À partir du moment où on n'est pas dans l'évaluation, où on est vraiment dans la culture littéraire, pourquoi arrêter de lire des histoires à nos élèves, en fait? Ok, merci du coup pour ce point de vue. Sinon, le chat, il y a des enseignants finalement sur les 3 points qu'on a abordés là, fluence, compréhension de lecture et plaisir de lire. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place chez vous aussi qui facilite ces trois sujets-là? Il y a quelques témoignages qui sont arrivés, notamment de Clémence et Julie. On les garde au chaud, on les prendra pour le temps d'échange à la fin. Si vous avez le temps, on vous fera passer à l'oral pour témoigner. Euh, Dans les questions qu'on a eues aussi, il y a un sujet qui revient beaucoup, qui est celui de gérer sa classe. Je prends par exemple Jérémy du Pas-de-Calais, qui a des CM2 et qui dit encore, j'ai un élève en CM2 qui a beaucoup de mal avec la lecture, aussi bien en termes de fluence justement que de compréhension de lecture, mais j'allais dire mes 84 élèves. Non, on n'en est pas encore là, mais mes 24 élèves, c'est déjà pas mal, cela dit. Je ne peux pas faire de cours particuliers. Cette question-là, en fait, de gérer besoins particuliers et classes de plus en plus nombreuses, c'est un vrai questionnement chez vous, enseignants. Faustine, je me tourne vers toi. Parce que je pense que du coup, là, sur la question de Mobilis, on a aussi un outil intéressant pour pouvoir gérer, en fait, à la fois des besoins particuliers et une classe en entier. Donc, Mobilis est à l'origine d'une bibliothèque Sondo. Arrête-moi si je me trompe, c'est bon, qui est destinée au CP jusqu'à la terminale. Et vous proposez en fait des livres enrichis de plein d'outils d'aide différents à la lecture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est venue la création de cet outil, qu'est-ce qu'il permet, et justement par rapport à cette question de gérer la personnalisation, la différenciation? Tout à fait. Donc, Mobilis, déjà, pour rappel, donc, on est une entreprise nantaise. On est spécialisé dans l'accessibilité cognitive. Donc, Sandrine est beaucoup revenue sur toute la complexité, la surcharge cognitive qui vient avec les difficultés de lecture. Nous, notre travail, c'est vraiment de soulager cet effort cognitif grâce à différents outils. Parce que notre objectif, c'est de donner le pouvoir de lire à tout le monde. Il y en a qui l'ont facilement, il y en a pour d'autres, d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible et surtout, il y a plein d'outils qui permettent de rendre la lecture vraiment accessible. Donc Delphine est revenue sur pas mal d'entre eux, tout simplement sur la construction d'un texte, etc., qui font qu'il est plus facile d'accès, mais il y a aussi des outils qui vont faciliter la compréhension d'un texte classique, j'ai envie de dire. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais partager mon écran. Hop. On voit bien. On voit bien ta bibliothèque. En revanche, tu as ton micro coupé. Hop, là, Faustine, on t'entend plus. Il y a ton micro qui est coupé. Je ne sais pas si tu m'entends toi. Voilà, je suis de retour. Donc, je disais, notre travail, c'est pas d'éditer de nouveaux livres parce qu'il y en a déjà plein de très bons et on part du principe que
les enfants ont envie de lire les mêmes livres. En fait, généralement, enfin, voilà, on a envie de lire les mêmes livres que les copains, on a envie de lire sur les mêmes supports que les copains aussi. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de créer de nouveaux titres, mais vraiment de rendre des livres de littérature jeunesse accessibles à tous les lecteurs. Donc, par exemple, là, dans ma bibliothèque, vous allez certainement reconnaître des choses qui vous parlent. Je vais ouvrir L'île du crâne d'Anthony Horowitz, donc plutôt très connu. Je retourne au début. On est sur un titre publié au livre de poche jeunesse. On va retrouver vraiment le texte intégral. On n'a rien changé. Et je vais l'adapter. Là, je l'avais déjà ouvert, donc il y a des petits outils qui sont restés en mémoire. J'enlève tout. Hop. Et là, je retrouve mon texte classique, sans aucun aménagement. Et je vais pouvoir aménager le texte avec des outils. En gros, il y a 3 catégories qui sont les aides au repérage dans le texte, des aides au déchiffrage et à la compréhension. Donc, pour se repérer, il y a des choses toutes simples. L'interlignage en gris, on a des petites règles de lecture qui permettent de suivre, comme enfin, voilà, tout simplement dans l'apprentissage de la lecture. Là, quand on a des troubles 10 ou pas, on a besoin de ces outils au départ. On va pouvoir aérer le texte. Ça, c'est pareil. Ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose de très, très important pour les élèves 10. Parce que quand on a un bloc de texte sans aucun repérage et que tout est collé, ça complique évidemment les choses. Là, ça donne un peu de respiration et ça permet d'avoir des repères. De la même façon, on va avoir un petit masque de lecture qui permet d'illuminer uniquement le texte qu'on doit lire. Ça permet aussi de dédramatiser là aussi ce gros bloc de texte, cette page un peu effrayante pour les enfants en difficulté de lecture. Là, au moins, ils vont à leur rythme petit à petit et finalement, sans s'en rendre compte, ils peuvent arriver plus facilement à la fin de la page. Voilà, la plupart de nos outils fonctionnent sur le concept d'unité de sens. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits blocs. On a découpé le texte, on le retrouve ici aussi, hein. On a découpé le texte en unités de sens parce qu'on sait aussi qu'un enfant ne va pas pouvoir, qu'il soit apprenti lecteur ou 10, ne va pas pouvoir lire une phrase dans son intégralité. C'est trop long, même si ce n'est pas une phrase à rallonge à la Proust, ça reste quand même trop long à lire d'un coup. Du coup, l'élève qui n'est pas encore, ou l'enfant qui n'est pas encore complètement à l'aise, va s'arrêter peut-être au mauvais endroit dans sa phrase. Donc, il aura peut-être réussi à déchiffrer le texte, ce qui est déjà pas mal, mais s'il n'a pas compris sa lecture parce qu'il s'est arrêté à un endroit qui ne fait aucun sens, c'est un peu contre-productif. Donc là, on a découpé le texte en unités de sens, ça a permis d'y aller petit à petit et d'intégrer vraiment et de comprendre ce qu'on lit. Donc ça, c'était un petit peu pour le repérage. On a bien sûr donc des aides au déchiffrage. Hop, je zoome aussi, comme ça vous voyez mieux. Donc là, ici, vous voyez, on a le découpage en syllabes, avec en gris les lettres muettes. Sur les titres pour les plus jeunes, je vous montrerai juste après, on parlait tout à l'heure des phonèmes. On a également les phonèmes. On ne l'a pas remis sur les titres à partir du cycle 3, parce qu'a priori, les élèves sont plus à l'aise et vont plutôt passer sur le déchiffrage des syllabes, mais on rentre un peu trop dans les détails. En tout cas, sur les cycles 1 et 2, on a également les phonèmes que je vous montrerai après. Bien sûr, on peut donc changer la police. Ça, c'est des choses assez classiques. Donc, on a Arial et OpenDis qui sont les plus recommandés pour les 10. Et on propose également Times, qui pour le coup n'est pas recommandé pour les 10. Après, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on s'adresse à tous les élèves. On ne dit pas que tous les élèves vont lire sur son dos, ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, tous ceux qui le souhaitent peuvent lire sur son dos. J'ai enlevé tous les outils au départ. On reste sur un texte comme en version papier, donc c'est vraiment n'importe qui peut lire dessus. Après, on peut l'adapter en fonction de ses besoins. Et en tant que professeur, vous pouvez vraiment laisser le choix à vos élèves de lire en version papier ou en version numérique, ce qui peut évidemment
aider les élèves en grosse difficulté de lecture, mais aussi peut-être remotiver les élèves qui savent parfaitement lire, mais qui n'aiment pas lire. Et le côté numérique peut être apprécié. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'au final, pour revenir aussi au témoignage de Jérémy, en fait, là, à travers un outil comme celui-là, chaque élève choisit les fonctionnalités qui l'aident et au final, ceux qui lisent l'histoire sans outils lisent l'histoire sans outils, ceux qui veulent des outils en particulier, c'est vraiment adapté aux besoins de chacun et tout le monde lit le même livre. Il n'y a pas aussi nécessité de trouver du coup les histoires adaptées à chacun. Non, voilà. L'idée, c'est vraiment ça. Enfin, en fait, pour nous, c'est la base de l'inclusion, c'est de pouvoir utiliser les mêmes supports, suivre les mêmes cours, lire les mêmes livres, sans que ça n'implique une surcharge de travail pour les enseignants, parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps pour ça. L'idée, c'est pas de faire un nouveau support pour chaque élève, c'est l'avantage du numérique, c'est que ça permet vraiment d'adapter n'importe quel ouvrage aux différents besoins des enfants dyslexiques ou ça peut être les allophones aussi. Enfin voilà, tous les élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent vraiment bénéficier de ce type d'adaptation. Je termine juste rapidement avec donc la petite démo. Là, on a également une petite bulle qui est un dictionnaire. Ok, bah ça c'est pareil, c'est parfait. C'était pour la question que j'avais mis de réserve tout à l'heure. C'était quels outils quand mes élèves lisent bien mais ne comprennent pas. Et Ça par voilà, exemple, tout ça, c'est ça pour c'est. aider à la compréhension. Alors, on n'est pas sur un dictionnaire, enfin, ça ne renvoie pas vers un dictionnaire en ligne. On a des personnes qui ont identifié les mots les plus complexes. Donc, l'idée, c'est pas de tout expliciter, mais seulement voilà, les plus compliqués. On est toujours dans le contexte. Donc, là aussi, l'idée, c'est pas de rajouter une définition de 3 kilomètres, mais vraiment de juste reformuler plus facilement. Et on parlait tout à l'heure justement de pronoms. Si on a des pronoms implicites qui peuvent être compliqués à repérer, je crois que c'est Delphine qui parlait de ça tout à l'heure sur les j'aime lire, et ben nous aussi, du coup, on les a identifiés. Alors, il n'y en a pas sur toutes les pages, parce que là aussi, c'est uniquement ceux qui sont considérés comme un peu trop compliqués. Donc là, lui, on en a parlé, peut-être que c'était 2 pages avant, on rappelle que ça fait référence à David. Et ça, évidemment, pour les élèves 10, pour les apprentis lecteurs, mais des retours que j'ai d'enseignants en 6e, il y a encore une grosse partie des élèves qui n'arrivent pas à lever les implicites, qui n'arrivent pas à les repérer. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très utilisé et qui permet d'améliorer nettement la compréhension. Et dans les autres outils, donc j'ai pas fait tout le tour, mais il y a le soutien audio également. Il y en a combien en tout? Il y en a une dizaine, c'est ça? Il y en a une quinzaine. Il y en a une quinzaine, d'accord, ok. Et ça s'enrichit? Il y a des choses que vous rajoutez Alors, hop, je reviens ici. Pardon, tu disais? Ça s'enrichit, non? Je crois que vous bossez justement, on parlait de l'affluence tout à l'heure, c'est dans les Tout à cartons. fait. En fait, voilà, c'est ça. Nous, on travaille donc en permanence avec des différents laboratoires de recherche dans plein de domaines. Évidemment dans les sciences cognitives, mais pas seulement. On travaille aussi avec les sciences de l'éducation, puisque l'idée, donc on fait des livres en collaboration avec des éditeurs. Donc, on a fait la collection J'aime lire 10. On y reviendra, ouais. Avoir ton On a témoignage, adoré Delphine. qui fait vraiment sens pour nous, mais on travaille avec beaucoup d'éditeurs et notamment donc Sondo pour l'éducation nationale et donc savoir comment nos livres sont utilisés en classe et quels sont les besoins des enseignants, c'est vraiment important pour nous aussi. Donc on travaille avec des chercheurs en sciences de l'éducation, en design aussi, pour que l'interface, je vous ai montré l'ancienne version, on va en avoir une nouvelle qui est en cours de livraison dans les nouveaux livres, qui est beaucoup plus ergonomique. Et on a aussi fait plein de tests avec plein d'élèves, plein d'enfants. Et on a travaillé avec des chercheurs en design aussi pour faire en sorte que ce soit toujours plus optimisé.
Et donc, dans les nouveautés, en effet, cette question de la fluence est évidemment très importante à différents niveaux, que ce soit primaire, collège. Et on a développé un outil d'entraînement pour la fluence qui permet donc dans des livres identifiés qu'on a choisis avec les enseignants, là aussi, on a sélectionné quelques paragraphes dans chaque livre sur lesquels les élèves vont pouvoir travailler leur fluence. On parlait tout à l'heure de prosodie, de pause, etc. C'est tout ce qu'on utilise, mais on se base beaucoup sur la question des pauses, justement, des blancs, savoir s'ils sont au bon endroit ou pas, etc. Et ça permet vraiment de donner un petit score à l'élève et de lui permettre de s'améliorer, de voir où est-ce qu'il a des fautes, où est-ce qu'il bute. Et voilà, ça va lui permettre de travailler ça sur les mêmes textes, mais aussi sur d'autres textes, voilà, pour varier un peu les choses et avancer. Et donc, tout ça sera disponible dans son dos dès le printemps prochain. Ok, ça marche. Avril. Et tu disais que J'aime lire a été adopté, du coup, je me tourne vers toi, Delphine. Ce choix, du coup, d'avoir le fameux livre en numérique, pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux revenir dessus? C'est une expérience extraordinaire parce que Moby Diss a apporté toutes les dimensions qui n'étaient pas possibles dans le 2D du papier. Donc, ils ont vraiment apporté un enrichissement, mais colossal. Moi, quand j'ai découvert le premier texte passé dans la grille de Moby Diss, j'ai dit, ah oui, mais c'est incroyable, quoi. Non, franchement, c'est un outil. Enfin bon, je suis pas spécialiste, mais je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire pour des enfants voilà, de difficultés variées, mais c'est vraiment un soutien absolument formidable. Et sur Sandrine, je sais pas, est-ce que sur l'objet livre, on parlait tout à l'heure du stress que pouvait générer le fait de passer à l'oral, de lire, pareil sur des difficultés de lecture, sur l'objet livre, il peut y avoir un blocage ou... C'est pas des blocages qu'on observe, mais par contre, l'attrait pour le numérique sur nos élèves, il est quand même important. Et on est quand même on va dire, dans une vie digitale. Et pourquoi le digital n'irait pas à l'école? Et pas seulement pour ce que disait Faustine tout à l'heure, pas seulement pour les élèves qui en ont besoin. Là, c'est un moyen, tout ce qui est proposé. En tant qu'enseignant, régulièrement, on a des recommandations d'orthophonistes pour les enfants 10. Donc, ils vont nous faire une liste. Ce serait bien en Arial machin, interligne double. Mais c'est des choses, les enseignants, entre celui qui est 10, celui qui est dyslexique, celui qui a des difficultés, mais on ne sait pas encore bien, celui qui a des difficultés visuelles, l'enseignant, il pourrait passer sa vie, en fin de compte, à créer des supports le soir pour pouvoir permettre des apprentissages de manière équitable à ses élèves le lendemain. Le numérique, il permet de faire ça, en fait. Donc, on a encore peur d'utiliser le numérique dans les classes. Je pense qu'il faut pas, le numérique n'est pas là pour remplacer le papier-crayon. Ce serait dommage de ne plus avoir des J'aime lire en version papier demain. Mais par contre, utiliser les deux et aller chercher le côté pratique et le côté auto-adaptatif du numérique, mais pourquoi s'en priver en fait? Je vais juste ajouter, justement, nous, notre objectif, c'est pas du tout que de capter les élèves sur le numérique, c'est vraiment que ce soit un tremplin aussi vers le livre papier. Par exemple, il y a des premiers tomes de série qu'on a dans son dos. On n'a volontairement pas le deuxième parce qu'on se dit que peut-être certains élèves en difficulté vont réussir à lire le premier tome grâce aux différents outils, vont être plus à l'aise aussi et vont possiblement être tentés d'aller chercher le deuxième tome au CDI ou à la BCD. Et ça va vraiment être une entrée dans la lecture parce que c'est comme tout, hein, plus on pratique, plus on devient à l'aise, même avec des troubles 10, et heureusement. Et donc, l'idée, c'est que nous, on facilite un peu cette entrée dans la lecture pour qu'après, ils puissent devenir des lecteurs autonomes et profiter du livre papier et continuer à lire sur numérique s'ils préfèrent aussi. Mais voilà, qui est un choix au final, possible. ton témoignage montre bien que, comme disait Sandrine, pour le coup, on n'a pas un outil numérique juste gadget, mais vraiment qui permet d'avoir et un gain de temps et une adresse aux élèves intéressante. Alors, je ne sais pas si parmi les enseignants présents, Cindy est là.
Parce que Cindy avait un témoignage très intéressant aussi dans la même veine d'utilisation du numérique par rapport à la gestion des besoins particuliers. Cindy vient de Martinique, donc si elle est présente, qu'elle n'hésite pas à rallumer son micro et à nous rejoindre pour témoigner, sinon je vais parler en son nom. Est-ce que Cindy est parmi nous? J'ai pas l'impression. Bon, bah, je vous partage juste le témoignage de Cindy. Donc, Cindy, en fait, pilote en Martinique le test d'un outil qui s'appelle Tacite, qui a été mis au point par l'université de Rennes 2 et qui permet en fait d'avoir un outil numérique qui permet à la fois d'avoir un diagnostic et ensuite, en fonction de ce diagnostic-là, de proposer des évaluations sur mesure et automatiques adaptées à chacun des profils. Donc, c'est aussi pareil dans cette idée de gagner du temps puisque les évaluations sont faites automatiquement par l'outil. Et voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas moi qui ai suivi le projet, mais c'est pas grave. Il nous reste une petite quelques minutes pour prendre aussi certains témoignages. Alors, je vois qu'il y en a dans le chat, il y en a qui en ont partagé. Est-ce que Cédric Pavlik, qui parlait notamment de choses mises en place par rapport au travail de la fluence, vous souhaitez partager votre témoignage de ce que vous faites dans votre classe pour aider vos élèves? Est-ce que Cédric est toujours... Non, c'est Clémence, pardon. Clémence. Je regarde parmi les participants si Clémence est toujours là pour lui donner un petit coup de main. Oui, c'est bon, je vois un micro activé. Oui, bonjour. Bonjour, je me reconnaissais Clémence. pas en Cédric. Oui, enfin, non, c'était juste un complément. C'est vrai que j'ai une classe de CP, CE1 cette année. J'avais quelques élèves un petit peu faibles en fluence en arrivant en CE1. Et on a beaucoup travaillé sur la lecture orale, mais préparée. Parce que les prendre comme ça, de but en blanc, allez, on découvre le texte et on l'offre tout de suite, c'était un peu prématuré. Donc, j'ai pris le parti déjà de l'expliquer. On a décortiqué ensemble une grosse séance. Et ensuite, ils ont à le travailler à la maison. Alors, j'ai fait une grosse note aux parents en expliquant qu'ils pouvaient vraiment utiliser le texte que je leur donnais en papier, une photocopie, ils pouvaient le colorier, faire les arcs de lecture, noter les points pour avoir le phrasé, etc. Et ça a été vraiment un super moment. Et il y a eu des retours de parents qui m'ont dit « Ah, mais ils aimaient pas ça, puis maintenant, ils attendent ça avec plaisir. » Et ils sont tout contents de le présenter au CP. Mes petits CP les applaudissent. Ah non, du coup, ça a été vraiment un super truc. Les parents suivent bien aussi chez moi, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et je peux leur demander d'accompagner leurs enfants pour ça. Ok, bah super, merci beaucoup pour ce témoignage, ça donne une piste supplémentaire. Si jamais les invités ou d'autres enseignants souhaitent réagir sur ce témoignage, n'hésitez pas. Il y a Julie aussi qui travaille dans une école française en Angleterre, qui avait un témoignage. Alors, est-ce que Julie, vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous faites avec vos élèves? Je vois une Julie, donc je vais lui proposer de réactiver le son, en espérant que ce soit bien la bonne. Alors, je ne sais pas si Julie a du son. C'est pas grave. Donc, je partage le commentaire en attendant de voir si Julie peut rejoindre le son. Nous avons commencé un atelier de fluence cette année pour la classe de CE1. J'avais peur que le fait de faire lire les enfants tout en les chronométrant les décourage, mais en fait, pas du tout. Des enfants qui ne parlaient pas en début d'année lèvent à présent la main. Le fait d'automatiser la lecture et de les faire lire le même texte 3 ou 4 fois était très bénéfique, car ils constatent leur progrès. Merci Julie d'Angleterre pour ce témoignage. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il nous reste 5 petites minutes ensemble. En attendant, je prends d'autres questions. On a parlé beaucoup là de primaire, de CP, du moment de l'apprentissage de lecture. Tu le disais tout à l'heure, Sandrine, finalement, il y a ces 9 petits pourcents qui se maintiennent finalement aussi au collège. Est-ce que tous les outils qu'on a vus là, ça s'adapte aussi au collège? Enfin, est-ce qu'on peut les utiliser aussi au niveau collège? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus adaptés? Est-ce qu'il y a des conseils pour nos enseignants de collégiens? En fait, la complexité, c'est de bien mesurer ce qui met en difficulté les élèves.
si on a affaire à un élève qui est faible lecteur ou en grande difficulté de lecture ou dyslexique, ce qu'il faut absolument lui permettre, un élève dyslexique n'a pas de difficulté de compréhension. Donc, il faut lui permettre de lui prendre en charge sa lecture. Et ça, il y a des outils qui sont faits pour ça. Enfin, donc, que ce soit à base, tout ce qui est synthèse vocale, il y a vraiment un autre camarade qui lit à la place de l'enfant. Ce qui est important, c'est toujours de leur permettre d'atteindre les objectifs fixés par les enseignants et de continuer à développer leurs compétences indépendamment de leurs difficultés de lecture. Et c'est vrai qu'au collège, on a l'impression que tous les enfants, qu'il n'y a que le prof de français qui peut mettre en place des choses pour accompagner l'élève. Mais pour autant, en histoire géo, on est amené à lire. En maths, il faut lire le problème. Donc, du coup, c'est toutes ces aides dans l'appréhension qu'ont besoin de faire les enfants en difficulté de lecture du langage écrit qui est proposé, mais tout simplement au niveau des consignes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour les aider, les soulager dans leur acte de lecture. C'est vraiment ça. Du coup, je me permets juste d'ajouter que Vas-y, justement, complète, Faustine. sur la partie Sondo, donc collège, on propose aussi justement les manuels scolaires en version audio parce que, donc, contrairement à la lecture, là, pour le coup, on s'adresse à tous les élèves puisque chacun peut lire sur les livres que je viens de vous montrer. Sur les manuels en version audio, c'est évidemment plus spécifiquement pour les élèves en très grosse difficulté de lecture. Par contre, ces élèves-là vont vraiment beaucoup les utiliser parce qu'en effet, ça permet de réviser son cours d'histoire, de faire l'exercice de maths, etc. beaucoup plus facilement sans s'épuiser à lire, alors qu'en fait, on pourrait être superment en histoire parce qu'on est passionné d'histoire, mais juste, il y a la barrière de la lecture qui pose problème et qui est une barrière inutile finalement dans certaines matières. Et voilà. Ok. Du coup, je me tourne aussi vers les enseignants parmi nous qui utiliseraient One ou Néo. On a un dossier complet sur la compréhension de lecture avec One et Néo. Je pense que Cécile, peut-être, vous l'a déjà mis dans le chat. Sinon, n'hésite pas, Cécile, à leur mettre le lien. Je fais avant de prendre une dernière remarque qui nous vient du chat. Évidemment, cette masterclass est enregistrée, ça sera disponible en replay et pour les utilisateurs de One, ce sera dans la bibliothèque avec évidemment tous les renvois vers les outils qu'on a cités. Je prends un dernier témoignage, Lydie, qui nous dit par rapport à tout ce qui est personnalisation des supports, etc., qu'il existe une extension sur Word qui s'appelle colorisation. Est-ce que Lydie, vous souhaitez nous en parler rapidement? Est-ce que vous l'utilisez vous aussi à titre individuel? Oui, bonsoir à tous, absolument. Donc, je suis en REP+, dans le nord de la France. Je dirais même REP++ parce que je suis vraiment sur une zone, on va dire, très compliquée. Et cette extension va permettre, en fait, quand on retape les tapuscrits, de pouvoir gérer différentes options. Donc, un petit peu comme on a vu sur le site Mobidis. Alors, ça ne va pas insérer un dictionnaire, on en est loin, mais ça permet déjà d'un texte brut d'adapter en colorisant soit les syllabes, soit les phonèmes, enfin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut mettre les lettres muettes en gris, ce qui permet de vraiment préparer des fichiers. C'est ce que je fais à la carte pour chacun de mes élèves et permettre en fait de faire une fluence qui va devenir forcément, moi c'est toujours à 13h35, ils savent, c'est fluent jusqu'à 13h45, parce que je n'ai que 12 élèves, je suis en REP+, donc je suis en classe dédoublée, et il faut savoir que je fais du moyenne section jusqu'au CE2 quasiment, parce que j'ai des élèves qui sont un petit peu au-dessus, donc ça me permet un petit peu d'interréagir et d'adapter vraiment non seulement le contenu de mes textes, mais leur apparence, ce qui est très, très important. Voilà. Donc Ok, ça, c'est une extension qui est absolument gratuite, qui est un outil de travail, moi, qui m'est très, très utile. Donc voilà, si je peux faire partager. Super, c'est justement tout l'objet de cette masterclass, c'est de partager nos petites astuces, nos petits tips. Merci beaucoup. Merci à nos trois invités, Sandrine, Faustine, Delphine. C'était très éclairant, je pense. J'espère que les enseignants ont appris des choses, repartent avec plein de billes supplémentaires.
Merci à du coup, Canopé, Bayard et Mobidis pour leur soutien sur cet événement. Merci à tous de vous être connectés. On se retrouve prochainement pour d'autres masterclass. N'hésitez pas à aller regarder le programme des prochains événements. À très bientôt et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.